Bienvenue au cycle Pour un numérique humain et critique, donc c'est la 4e édition. C'est le 3e rendez-vous de cette saison qui pose la question « L'environnement numérique est-il démocratique ?» On a déjà eu une séance en décembre avec un débat contradictoire entre Hugues Bersini et Antoinette Rouvroy qui abordait déjà la question des algorithmes et puis de l'environnement socio-technique qui sera un peu poursuivi aujourd'hui. La dernière fois, c'était une séance autour des processus migratoires et des usages numériques dans les processus migratoires. Et donc cette fois-ci, Peggy Pierrot va prolonger un peu cette question des algorithmes et des biais algorithmiques. Alors je précise, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y a une archive vidéo des précédentes séances et des précédentes, de toutes les précédentes séances, donc y compris les autres années. Et puis donc voilà, je vais présenter un peu Peggy, qui est donc activiste, développeuse, journaliste, qui a plein de casquettes, mais qui travaille aussi donc à la question des biais cognitifs plus récemment, qui a travaillé aussi donc les liens entre racisme et algorithme, et puis donc plus récemment sur la question des biais algorithmiques, et qui va aujourd'hui nous présenter une partie de ce travail. Bonjour. Bon, déjà, merci pour l'invitation. Merci d'être venu m'écouter. On va voir si ça va être intéressant. Alors, la question des biais algorithmiques sont un sujet qui a émergé, je dirais, il y a 5-6 ans dans le grand public. Mais je dirais aussi que ça fait depuis les années 2000 que je lis des travaux de chercheurs, que je vois des performances d'artistes, pas mal de performances d'artistes, sur le sujet des bases de données, d'images, de représentation et d'Internet de manière générale, comme espace de confortation des stéréotypes. Alors, il y a quelques affaires qui ont fait grand bruit, principalement autour de cas liés à la reconnaissance faciale. Alors, je vais vous en passer rapidement 2-3 pour vous remettre un peu dans l'ambiance. Et puis après, je vais continuer mon introduction. Alors, par exemple, parmi les cas un peu connus, il y a eu cette histoire de... je veux pas que ça marche comme ça, c'est pas grave. Cette histoire de Flickr qui taguait des personnes noires comme étant des singes. On a eu aussi, plus récemment, alors là, j'ai pas d'image, donc ça, c'est aussi des cas un peu connus qui ont été assez médiatisés où on voyait que dans les bases de données d'images, le tagage faisait correspondre des personnes noires à des singes. Alors, est-ce que c'est vraiment seulement le problème des bases de données de reconnaissance faciale ou si c'est vraiment lié à aussi des représentations générales qu'on peut avoir, puisque à peu près à la même époque circulaient ces montages ou ces publicités basées un peu sur les mêmes associations entre les personnes noires et les singes. Ce que j'expliquerai tout à l'heure, c'est que c'est bien dans la façon dont on construit les données de référence et les algorithmes eux-mêmes. Voilà, il y a eu plusieurs cas, et dont assez connus, et dont le projet d'une activiste et développeuse et artiste qui s'appelle Joel Buolawini, qui a monté un projet qui s'appelle l'Algorithmic Justice League. Et il y a une fameuse TED Talk que je vais vous proposer de regarder tout à l'heure, qui vous permettra de vous remettre dans le bain de cette question des biais algorithmiques, qui a aussi été assez médiatisé. On a eu tout récemment le projet artistique ImageNet Roulette, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était une autre occasion de remettre en avant cette question des biais algorithmiques. Alors, le projet ImageNet Roulette est un projet artistique qui a montré que la plus grande base de données qui sert aux algorithmes de reconnaissance faciale à apprendre à reconnaître les visages, est organisée d'une telle façon qu'en fait, on peut taguer
automatiquement, n'importe comment, toutes les images. Et donc, 2 artistes ont mis en place une moulinette avec un compte Twitter qui taguait, qui permettait aux personnes d'uploader leurs photos et de voir comment leurs photos étaient taguées. Et donc, ça donnait des résultats assez comiques. Vous uploadiez, puis vous étiez tagué, vous voyez, vous étiez tagué comme étant violeur pédophile ou autre chose. Parce que la façon dont la base de données a été construite, et je reviendrai sur cette notion plus tard, la façon dont l'algorithme apprend, donc la base de données avec laquelle l'algorithme apprend, donc pour qu'un algorithme de reconnaissance faciale puisse fonctionner, il a besoin d'un jeu de données, c'est comme ça qu'on appelle ça, qui va lui permettre de dire, OK, voilà, quand je vois un vert, on appelle ça un vert, etc. Et voilà. Il a besoin d'une base de données et la plupart des algorithmes, en fait, fonctionnent de la même façon. Les études, donc, s'accumulent qui montrent que la reconnaissance faciale est fondamentalement biaisée. J'ai donné plusieurs conférences en 2018 et 2019 sur le sujet, en mettant l'accent sur un certain continuum que j'estime qui existe entre l'histoire de la surveillance des populations racisées, surveillance des esclaves dans les plantations, système de traque des esclaves ensuite, surveillement, confinement et répression des populations colonisées et populaires, notamment par exemple en Algérie française, donc j'avais fait une conférence là-dessus. Il pourrait être intéressant de voir s'il y a des liens similaires qui existent entre la façon de policer les populations de l'Empire colonial belge et la façon dont les mouvements ouvriers ont été réprimés lors des révoltes sociales et la façon dont la police s'organise ici en Belgique de manière particulière, parce que malgré les communications qui existent entre les différentes polices au niveau européen et au niveau international, chaque police nationale développe ses propres outils et a des façons différentes de gérer l'ordre public. Mais aujourd'hui, c'est en fait autre chose qui m'intéresse et je vais essayer de vous montrer comment j'ai glissé de la dénonciation de ces biais algorithmiques sur lesquels je veux revenir, leurs dimensions racistes, sexistes et autres, un angle d'exploration et d'analyse de nos relations biaisées avec nos outils numériques. Alors, je vais redonner, par exemple, une chose que j'avais, il y a, je pense, 3-4 ans, j'avais fait une installation basée sur les résultats de recherche des résultats des moteurs de recherche sur l'association des mots-clés trans et noirs. Le résultat de ces moteurs de ces recherches, il y a quelques années, c'était essentiellement de la pornographie. Aujourd'hui, c'est plus le cas parce qu'il y a eu toute une démarche d'un certain nombre d'activistes pour influencer sur les moteurs de recherche pour que leurs résultats soient moins orientés. Donc, ça, c'était donc il y a quelques années. Mais aujourd'hui, mon intérêt s'est déplacé vers autre chose et c'est sur ça que va porter la conférence. Donc j'ai appelé cette conférence le grand jeu des biais, car dans ces questions de nos vies numérisées, différents biais, et à commencer par nos propres biais cognitifs, sont au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de l'attention, l'Internet des plateformes, le capitalisme de plateforme, ou la classe vectoraliste triomphante. Donc la classe vectoraliste, c'est les entrepreneurs qui contrôlent les vecteurs par lesquels l'information circule dans nos sociétés. Alors, je vais essayer de vous montrer comment les biais algorithmiques sont étroitement liés à la question de la captation de nos données, de nos attentions d'un côté, l'utilisation de notre connexion avec toutes ces imperfections à des fins mercantiles d'un autre côté. Dans un dernier temps, j'essaierai de montrer que derrière les déclarations de façade des entreprises du numérique, par rapport au cas que je vous ai rapidement présenté, il y a eu des réactions des sociétés, qui créent les bases de données d'apprentissage, des sociétés qui créent les algorithmes, des moteurs de recherche. Donc, ils ont essayé de corriger leurs résultats ou leur façon de faire. Mais donc, derrière ces déclarations d'intention, à chaque fois qu'une série de biais est identifiée, il y a des réactions qui visent à les corriger en disant voilà, on n'a pas fait exprès, on va s'améliorer puisque de toute façon, notre objectif est de créer et de fournir des logiciels qui sont les plus justes possibles. Et donc, dans un troisième temps, j'essaierai de montrer que derrière toutes ces déclarations que moi je considérais comme étant de façade des entreprises du numérique, je vais essayer de vous montrer qu'en fait, il n'y a pas vraiment intérêt
pour ces sociétés à lutter contre les biais proprement algorithmiques, qu'ils soient produits sur base de préjugés ou des effets des conditions de production de ces scripts et des bases de données avec lesquelles ils interagissent. Je vous inviterai ensuite à discuter de ce qu'on peut faire par rapport à tout ça, de la déconnexion utopique à l'obfuscation, j'ai du mal à le dire, à toutes les initiatives légales, démocratiques, autoritaires et étatiques, les lancements d'alerte ou les démarches judiciaires. Alors, rapidement, j'enseigne la théorie des médias et de la communication à l'école de recherche graphique, après avoir été journaliste et webmaster de presse, et en ayant accumulé différents boulots dans la communication, la formation, le web, l'enseignement depuis une dizaine d'années. Je fais partie des gens qui ont été enthousiastes à l'arrivée, à l'explosion du web grand public, qui ont œuvré dans ce qu'on appelle le web indépendant et critique. Je suis toujours active dans des médias alternatifs, dans des groupes qui travaillent autour des logiciels libres et qui aussi, aujourd'hui, je fais partie de ces gens qui sont des enthousiastes, qui sont aujourd'hui quelque part entre une forme de désillusion et un sentiment de défaite. D'un côté, face à la dépolitisation générale, mais aussi face à la difficulté d'élaborer une pensée critique qui soit à même de générer des alternatives solides à la société des données, au nihilisme de plateforme. Alors, c'est à la fois une impulsion personnelle, j'ai fait un gros burn-out, et le cadre des enseignements qui m'ont amené à m'intéresser aux sciences cognitives, notamment à cette réconciliation corps-cerveau qui est proposée par les neurosciences, et à me plonger à nouveau dans les psychologies comportementales et systémiques que j'avais commencé à étudier avant d'opter pour la sociologie et l'anthropologie, et le journalisme et l'autodidactisme en informatique. Dans le marasme nourri de données binaires dans lequel nous pataugeons actuellement, la volonté de réfléchir à quelques constats empiriques liés à l'enseignement, mais aussi l'observation de mes propres usages, de ceux de mon entourage, et notamment la question du rapport des plus jeunes enfants aux écrans, m'a donné depuis quelques années l'envie de sérieusement m'intéresser à nos façons d'apprendre et de connaître. C'est donc par glissement successif que j'en viens à connecter ces domaines, neurosciences, psychologie comportementale et systémique, pédagogie et apprentissage et questions technologico-médiatiques et donc sociotechniques. Mais c'est aussi en me penchant sur l'histoire de ces disciplines, et notamment les liens entre la cybernétique, l'informatique, la psychologie et le marketing, que j'en viens à envisager les biais algorithmiques autrement. Donc, pour être clair, c'est que il y a encore quelques années, quand je réfléchissais à la question des biais algorithmiques, je le faisais en disant, mais ça produit les algorithmes produisent des discriminations, il faut lutter, il faut améliorer ces algorithmes. Aujourd'hui, ma position elle a légèrement changé et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais essayer de ne pas trop verser dans des poncifs comme les algorithmes vont tous nous tuer ou tout ça. Essayer de voir si on peut trouver une espèce de position intermédiaire entre le rejet total, la critique et quand même l'action, parce que c'est quand même finalement ça aussi qui moi m'intéresse. Alors, pour démarrer vraiment le cœur de ce que j'essaye de vous raconter, peut-être quatre définitions. Alors, qu'est-ce que c'est que la cognition ? C'est l'ensemble des processus qui nous permettent d'acquérir des connaissances. Le langage fait partie des processus cognitifs. L'attention, le mouvement, quand on fait des mouvements, ça nous permet aussi d'avoir des informations qui nous permettent de connaître notre environnement. La perception, le raisonnement, la mémoire, les intelligences font partie des processus cognitifs. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme ? Un algorithme ou des algorithmes sont des suites de séquences d'instructions. Souvent, on prend l'exemple des différents mouvements qu'il faut faire pour résoudre un Rubik's Cube comme étant un exemple d'algorithme, mais il y a aussi un autre exemple assez fréquent qui est la recette de cuisine. Pour arriver à faire une recette de cuisine, il faut suivre des étapes et à chaque fois vérifier qu'on a les conditions qui nous permettent de continuer dans les étapes, par exemple avoir les ingrédients nécessaires, les avoir préparés dans un certain ordre. Et les algorithmes, c'est la même chose. C'est une suite d'instructions qui vont déclencher des calculs ou qui sont eux-mêmes des calculs. Mais voilà, le principe derrière l'algorithme, c'est cette suite d'instructions. Un algorithme, ça permet d'automatiser des tâches pour que nous, les humains, n'ayons pas à les reproduire. Alors, il y a différentes sortes d'algorithmes.
ce qui va nous intéresser ici, ce sont les algorithmes appliqués à l'informatique de traitement de données. Par exemple, les algorithmes qu'on peut citer sont les algorithmes qui permettent de crypter les messages. Par exemple, vous utilisez sûrement beaucoup WhatsApp, les messages sont cryptés de bout en bout. C'est un algorithme qui, au cœur de cette application, va crypter les messages. Les algorithmes de cryptage, ce n'est pas quelque chose de récent. On parle souvent d'un algorithme tout simple, qui est l'algorithme de César, qui est simplement le fait de remplacer une lettre par une autre pour masquer un message. Ça, c'est un vieil algorithme. Pour construire un algorithme, il faut définir ce qu'on va dire, ce qu'on va faire comme étape, le faire manuellement, en comprendre la logique, pour pouvoir faire exécuter à notre algorithme ce qu'on veut lui faire faire. Il faut ensuite encoder ces étapes et montrer à l'ordinateur ce qu'il doit faire. Puis, comme je vous l'ai expliqué, l'ordinateur va apprendre à refaire ce qu'on lui demande en s'entraînant à partir des données de référence qu'on va lui fournir. Les intelligences artificielles, dont on parle beaucoup, leurs capacités d'apprentissage machine sont permises par des suites successives d'algorithmes qui vont à chaque fois apprendre et se nourrir les uns entre les autres. Les biais cognitifs, qui sont une des troisièmes notions de ce que je vais aborder aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif ? C'est une forme de distorsion dans le traitement d'une information par un être humain. Donc la cybernétique, les théories de la communication ont décomposé notre façon d'interpréter et de communiquer entre nous en différentes étapes. Et ce qu'on a pu, au cours des années, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, identifier, c'est que quand on connaît quelque chose, on a des façons de faire, des processus mentaux qui vont nous permettre de connaître les choses. Mais que dans ces processus mentaux, il y en a qui sont comme des raccourcis. On appelle ça les biais cognitifs. Par exemple, le biais de mémoire. C'est le fait qu'on favorise toujours les premières informations que l'on reçoit plutôt que les suivantes et qu'on a tendance à s'en souvenir mieux. Un exemple, c'est que si vous devez apprendre une liste, par exemple, vous apprenez l'anglais, vous devez apprendre une liste de verbes, vous allez vous souvenir d'abord, vous allez vous souvenir mieux du début de la liste que de la fin de la liste. Ça va être beaucoup plus dur d'apprendre la fin de la liste. Ça, c'est un biais cognitif. C'est quelque chose qui compose notre façon d'apprendre et de connaître. Et les biais algorithmiques, j'y reviens. On parle de biais algorithmiques quand des données utilisées pour entraîner un système d'apprentissage automatique reflètent des valeurs implicites humaines qui ont été impliquées dans la collecte, la sélection et l'utilisation des données. Par exemple, on parle de biais racistes ou de biais sexistes. Je vais vous montrer une courte vidéo qui va vous permettre de bien comprendre qu'est-ce que ce sont ces biais algorithmiques, de façon à ce qu'on puisse ensuite avancer dans mon développement. Hello, I'm Joy, a poet of code on a mission to stop an unseen force that's rising, a force that I called the coded gaze, my term for algorithmic bias. Algorithmic bias, like human bias, results in unfairness. However, algorithms like viruses can spread bias on a massive scale at a rapid pace. Algorithmic bias can also lead to exclusionary experiences and discriminatory practices. Let me show you what I mean. Hi, camera. I've got a face. Can you see my face? No glasses face? You can see her face. What about my face? Well, I've got a mask. Can you see my mask? So how did this happen? Why am I sitting in front of a computer in a white mask trying to be detected by a cheap webcam? Well, when I'm not fighting the coded gaze as a poet of code, I'm a graduate student at the MIT Media Lab. And there I have the opportunity to work on all sorts of whimsical projects, including the Aspire Mirror, a project I did so I could project digital masks onto my reflection. So in the morning, if I wanted to feel powerful, I could put on a lion. If I wanted to be uplifted, I might have a quote. So I used generic facial recognition software to build the system, but found that it was really hard to test it unless if I wore a white mask. Unfortunately, I've run into this issue before. When I was an undergraduate at Georgia Tech studying computer science, I used to work on social robots. And one of my tasks was to get a robot to play peekaboo, a simple turn-taking game where partners cover their face and then uncover it saying peekaboo.
The problem is Peekaboo doesn't really work if I can't see you, and my robot couldn't see me. But I borrowed my roommate's face to get the project done, submitted the assignment, and figured, you know what, somebody else will solve this problem. Not too long after, I was in Hong Kong for an entrepreneurship competition. The organizers decided to take participants on a tour of local startups. One of the startups had a social robot, and they decided to do a demo. The demo worked on everybody until it got to me, and you can probably guess it. It couldn't detect my face. I asked the developers what was going on, and it turned out we had used the same generic facial recognition software. Halfway around the world, I learned that algorithmic bias can travel as quickly as it takes to download some files off of the internet. So what's going on? Why isn't my face being detected? Well, we have to look at how we give machines sight. Computer vision uses machine learning techniques to do facial recognition. So how this works is you create a training set with examples of faces. This is a face, this is a face. This is not a face. And over time, you can teach a computer how to recognize other faces. However, if the training sets aren't really that diverse, any face that deviates too much from the established norm will be harder to detect, which is what was happening to me. But don't worry, there's some good news. Training sets don't just materialize out of nowhere. We actually can create them. So there's an opportunity to create full spectrum training sets that reflect a richer portrait of humanity. Ça, c'est la personne dont je vous parlais tout à l'heure, Joy Buolamwini, qui a créé l'algorithme Justice League et qui se bat depuis quelques années pour essayer d'améliorer les bases de données d'entraînement de reconnaissance faciale et d'autres algorithmes afin qu'ils soient plus justes, qu'ils ne produisent plus ce qu'on appelle la violence algorithmique, qui est, par exemple, on a vu cette semaine cette histoire de la couverture de Télérama, sur laquelle il y avait une femme qui s'appelle Barbara Butch, qui est une personne grosse, parce que le dossier de Télérama portait sur la question de la grossophobie. Et cette image que les gens postaient sur Instagram a été considérée comme étant offensante, en grande partie parce que la personne est grosse. Donc des gens se sont mobilisés et finalement maintenant vous pouvez poster cette couverture sur Instagram sans qu'elle soit considérée comme étant impropre, contrevenant aux règles d'Instagram. Alors le problème aujourd'hui avec les algorithmes, c'est quoi ? On attend tout des algorithmes, qu'ils prédisent des musiques qu'on serait susceptible d'aimer et en même temps des propositions qui devraient nous surprendre. Un autre problème, c'est que quand on dit algorithme, on a l'impression que c'était... Dans l'interview de Point Culture, on a discuté de ces questions des boîtes opaques. Mais je peux aussi dire qu'on a l'impression qu'on ouvre une boîte à complot. Alors, comment dégager ce qui tient du fantasme de potentialité réelle et d'applications déjà mises en œuvre ? C'est vrai que les univers d'application des algorithmes sont tentaculaires. La domotique, la technopolis, la santé, l'éducation, les moteurs de recherche, les loisirs. La compréhension de ces enjeux paraît difficile, en grande partie parce que le grand public, nous, on oscille entre des moments de technophobie, de méconnaissance et aussi une forme d'hermétisme du monde informatique. Et puis on a affaire à ces fameuses boîtes opaques. Difficile d'accéder au programme informatique, c'est difficile d'avoir accès à leurs algorithmes pour comprendre ce qu'ils font, comment et ce sur quoi ils agissent. Les définitions des biais algorithmiques suggèrent le caractère accidentel de leur production. La communication des industriels de l'informatique et de la surveillance nous abreuve de mea culpa, de « on va mieux faire la prochaine fois ». Les grandes boîtes ouvrent des départements diversité pour rassurer toutes les Joy Buolamwini de la Terre. J'ai encore regardé ce matin une petite vidéo d'actualité sur une conférence qui visait à permettre l'inclusion de plus de femmes dans les boîtes informatiques afin de produire des algorithmes qui soient moins sexistes. Mais est-ce que ces ouvertures ciblées aux femmes ou aux minorités visibles produiraient vraiment des changements les changements géniaux qu'on souhaiterait, c'est-à-dire, est-ce que ça rendrait vraiment les algorithmes plus justes ? Moi, je pense que non. Alors, un exemple de ça, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est comment des équipes diversité ont travaillé ensemble
pour produire ce qu'on appelle du marketing ethnique. Donc, on a Facebook et Universal, qui sont deux sociétés multinationales, qui, à un moment donné, prennent leurs équipes diversité, donc des équipes qui ont été volontairement recrutées pour représenter un maximum de composantes de la société, parce qu'ils ont estimé à un moment donné que, ils se retrouvaient avec des biais, avec des produits qui ne correspondaient pas à tout le monde, et quand même leur objectif derrière tout ça, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes afin de maximiser leurs profits. Et donc voilà, donc on a ces deux sociétés qui mettent en commun leurs deux équipes afin de promouvoir un film qui s'appelle Straight Outta Compton, qui est un film qui est sorti donc il y a, je pense, 3-4 ans, sur le groupe de rap NWA. Et c'est quand même génial ce qui a été produit, je vais vous montrer ce qui a été produit, et je trouve que c'est en grande partie pour ce genre de produit, de ce que pourrait faire le fait d'ouvrir à plus de diversité ces questions de logiciels et d'algorithmes, que je me pose la question de est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on peut arriver à rendre ces algorithmes plus justes, puisqu'en fait, ce n'est pas vraiment l'objectif des sociétés qui les produisent. Alors, je vais vous montrer 2 courts trailers qui ont été produits par ces 2 équipes diversité pour promouvoir le film. Vous allez voir, il y a des différences. Et puis, je vais vous montrer les extraits, et puis après, je vais vous expliquer ce qui est derrière. I heard you've been spending a lot of time at your auntie house. How's the couch life? Got my woman and my baby living there. It's hard, man. But you know, everybody can't do what you do. Really, what I do getting played out, Dre. Where the money at? Why you gotta be so ruthless, cuz? I'll make a few changes. Where you think you going? I'm just trying to get home. That's my son. You need to get back in the house or I will ruin your life. You gotta talk to my moms like that. You had to change the situation. Would you take it? Just hit that first beat hard. All right, you cruising down the street. All right. Cruising down the street in my 6'4". Hey, that was dope, eh? You're listening to Compton's very own Ice Cube, Eazy-E, and Dr. Dre. I gotta tell you, you are witnessing history. People are scared of you guys. You have a unique voice. The world needs to hear it. They want NWA? Let's give them NWA. This is only the tip of the iceberg, gentlemen. What's going on? What do you have in that bag? Are you kidding me? You can't take that in the bus. When I'm called on, I got a sword on. This song's glamorized gangs and drugs. Our art is a reflection of our reality. You guys supposed to be somewhere? These are artists. Rap is not an art. You cannot come down here and harass my clients because of what they look like. I promise you, things gonna get different from here on out. Listen, to be honest with you, I don't know anything about hip-hop, but I know that you're special. You want to be involved with this gangster life? Here we go. Speak a little truth and people lose their mind. This isn't the Crips and Bloods. This is a threat from the federal government. They're trying to tell us what we can't play. This is NWA. Yo, Dre. What up? I got something to say. We can keep going, man. We can take over the goddamn world. Get a little gust of wind and I'm dead. Believe a memory, no one will be forgetting. So as I leave, believe I'm starving. But when I come back, boy, I'm coming straight out of Compton. C'est le premier trailer. Donc il met en avant des confrontations avec la police, un côté voyou, des femmes, de l'argent, du danger, de l'alcool. Voici le second trailer. Welcome to Compton. What up, man? Okay. That's where it all started. We put it all in the music, all our frustration and anger. Our music was like our weapon. And that's the most powerful weapon we got. What a lot of people don't realize about NWA, it's nonviolent protest. We let people know that it's okay to say what you want to say. It's crazy to see how all these different people around the world feel the same way that we feel. We kicked the door down for a lot of artists. Game time. What's up? The foundation that was set by y'all, man, I'm so appreciative. You know, I just try to keep the flame lit. What's up?
What's up? When I think of NWA, it wasn't really music to me. It was more like a real lifestyle. Brothers from my neighborhood that made it out. The same thing that we was going through in the 80s with the police people going through right now. It's a good time for us to tell our story. Some kids from Compton, how we touched the world. Let me tell you what I see here. A lot of raw talent. Swagger. Bravado. People are scared of you guys. They think you're dangerous. But you have a unique voice. The world needs to hear it. All right, let's hit this shit. All right. Spinning records ain't paying none of the bills around here. What you talking about? I get paid. $50, Andre. You think that makes you rich? It's a start. Hey, Q, what you a poet now? The flyest one, you know, nigga. You got them rocks? That horror shit. You know that's all I do. I got a cold ass beat. That hardcore reality rap. So what you talking about doing? Cruising down the street in my 6'4". Hey, that was dope, eh? That shit was dope, man. You a genius. What's NWA stand for anyway? No whites allowed? Something like that? Niggas with attitudes. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitudes. You have any idea how many records you're selling? NWA's arrived. You're fucking huge. Dangerous motherfucker raising hell. And if I ever get caught, I make bail. See, I don't give a fuck. That's the problem. I see a motherfucker come out of dodge. Your songs, they glamorize gangs and drugs. Our art is a reflection of our reality. The Rodney King beating was a shocker. Guys like you change shit like this. This is a threat, guys, from the federal government. Speak a little truth and people lose their minds. Performance of the song, F the Police, will not be permitted. They try to tell us what the fuck we can't play. This NWA. Yo, Dre. What up? I got something to say. Police coming straight from the underground. I'm coming straight out of Donc là, on a notre deuxième trailer, et celui-là, il met en avant d'autres choses. Pour toujours le même film, la réussite sociale, la communauté, une forme de résistance politique, la famille, la joie, l'amitié, le talent, le travail. Et le fait de ramener de l'argent à la maison et l'ascension sociale. Alors jusque-là, pas grand-chose. Le problème, c'est qu'en fait, ces deux trailers ont été utilisés sur Facebook et avec deux cibles différentes, qui étaient d'un côté des gens identifiés comme étant noirs et de l'autre côté le reste du monde. Alors à votre avis, quel trailer a été envoyé à qui ? En fait, le premier trailer a été envoyé aux personnes blanches parce que derrière, l'idée était de montrer que voilà, ce groupe, c'est tout ça, l'alcool, la police, quelque chose d'un peu qui va titiller, qui va venir vous donner un peu de ce que l'imaginaire américain associe au rap, quelque chose de sulfureux. Donc ça, le public blanc. L'autre public, qui est donc les personnes identifiées comme noires, à travers leurs préférences de posts, à travers les photos. Voilà, c'est un ensemble d'algorithmes qui ont analysé les différents profils Facebook des utilisateurs de la plateforme et qui donc ont envoyé l'un ou l'autre trailer en fonction de ce qui sont en fait des préjugés. Vous êtes noir, vous allez être plus intéressé par les questions politiques. Vous écoutez NWA pour cette dimension politique. Vous êtes blanc, vous l'écoutez parce que c'est un côté sulfureux. Pour moi, ce sont des préjugés. Et cette utilisation marketing a été le produit de ces groupes de marketing ethnique issus des laboratoires diversité des deux sociétés. Et donc, c'est bien la question du marketing qui est derrière l'algorithme. L'algorithme se base sur des préjugés à des fins
d'attirer deux groupes différents vers ce film. Et en fait, c'est sur cette question du marketing que je pense que la démarche de se dire il faut améliorer les algorithmes est légèrement faussée, puisque finalement, l'essentiel des usages des algorithmes sont à des fins marketing ou pour répondre à des clients, que ce soit la police ou la justice, qui ont des objectifs particuliers. Alors, ce marketing, comment il fonctionne ? En fait, il fonctionne sur ces biais cognitifs dont moi je parlais tout à l'heure, pour pouvoir capter nos attentions et la conserver. Non, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'informatique ubiquitaire et la question du design émotionnel, qui sont pour moi complètement liés à cette question des algorithmes. C'est-à-dire que il suffit pas de se dire ok, il y a des blagues algorithmiques, améliorons les algorithmes, mais c'est dans quoi nous on est concerné, à travers quoi on est concerné par ces algorithmes. On va être concerné par par ces algorithmes, par leur biais, dans plusieurs situations. Et je vais vous en exposer plusieurs. Et donc, la première chose que je vais vous exposer, c'est cette question du design émotionnel et du design des interfaces, et comment, en fait, ces interfaces utilisent nos propres biais, et donc n'ont pas vraiment intérêt à produire des outils qui vont être non biaisés, puisque c'est nos propres biais cognitifs qui vont faire que nous, on va rester attachés à leur usage. Je vais l'expliquer. Netflix a produit une série de documentaires sur le design appelée Abstract. Un des épisodes est consacré à Ian Spalter, la personne qui a redesigné l'interface d'Instagram. Je vais vous montrer sa petite photo à Ian Spalter, normalement. C'est important que je vous montre sa tête à Ian Spalter. Alors, il faut savoir que Ian Spalter a depuis démissionné de la dimension design. Il ne s'occupe plus que d'Instagram Jacopon, même plus. Donc, Ian Spalter, diversité. Un type intelligent, assis, on voit dans le documentaire, il est assis devant une gigantesque bibliothèque avec plein de livres. Il nous explique que ses enfants n'ont pas d'ordinateur ni de smartphone. D'ailleurs, comme la plupart des patrons de la Silicon Valley, mais bon, ça, c'est autre chose. Abstract sur Ian Spalter. Donc, on le suit dans son travail de redéfinition de la charte graphique et de l'interface de l'application Instagram. Et on voit bien comment ce gentil garçon s'intéresse à la collection dans ses aspects variés. On le voit s'intéresser et nous explique que tout ce qui est lié à les sciences du comportement, psychologie comportementale, neurosciences, l'intéresse parce que ça va informer son design. Alors, il va expliquer qu'il s'intéresse à la motricité, à la perception, à la sensation, aux sentiments que pourrait générer le design que lui et son équipe sont en train de remodeler. C'est ce qu'on appelle le design émotionnel. Alors, c'est quoi le design émotionnel ? C'est entretenir des relations personnalisées avec les utilisateurs qu'on cible afin, d'un côté, c'est des termes marketing que je vais utiliser, d'accroître le taux de conversion, c'est-à-dire qu'un maximum de gens utilisent et restent. Le design émotionnel, ça sert aussi à ce qu'on identifie les marques, qu'on reste fidèle. Et puis, l'idée derrière ce design émotionnel, c'est de créer des expériences utilisateurs particulières. Et pour faire ça, donc ces designs dont l'objectif est de jouer avec nos émotions et de nous procurer des expériences particulières, et ben pour faire ça, des gens comme Ian Spalter vont se baser sur la psychologie comportementale et différentes avancées des neurosciences. Car les marketeurs et les designers d'interface, hommes-machines, suivent depuis l'après-guerre de très près les avancées de la cybernétique et de la psychologie comportementale. Par exemple, une des choses sur lesquelles, que Ian Spalter nous explique, c'est que il est important de ne pas trop titiller notre anxiété sociale. Et il explique comment il a changé dans l'interface d'Instagram la place sur laquelle on voyait le nombre de followers. Si vous n'avez pas beaucoup de followers, vous dites que quand même ce que vous publiez, c'est pas intéressant. Si vous en avez beaucoup, alors il faut continuer à publier. Ça s'appelle l'anxiété sociale. Et donc, on voit dans le documentaire comme il explique que ça, c'était vraiment un problème de l'interface précédente d'Instagram. Donc, il fallait trouver une solution pour réduire cette anxiété sociale. Et pour ce faire, ils ont déplacé
le nombre de followers. À un autre endroit, ils ont réduit leur taille en mettant en avant d'autres choses. Et ça, c'était vraiment fait. Donc, c'est vraiment le fonctionnement du design émotionnel. Donc, fait afin de réduire l'anxiété sociale, afin que vous soyez plus en amour, on va dire, avec l'interface d'Instagram. Ce qu'on voit dans Insplac, c'est donc le déploiement de la construction d'un design émotionnel d'interface. Et c'est le fruit de cet intérêt bien pensé des marketeurs pour notre processus cognitif, notre psychologie et nos biais cognitifs qu'on voit à l'œuvre. Et donc, cette question du lien entre les sciences comportementales, les neurosciences et les designers d'interface, les designers d'algorithmes est vraiment importante. Et d'ailleurs, une chose que souvent on oublie, c'est que le fondateur d'Instagram, par exemple, était un diplômé en neurosciences. Je vais vous donner d'autres exemples de comment cette question du design et des algorithmes joue sur nos biais cognitifs afin de conditionner, on va dire, notre relation avec elle. Je vais prendre le cas de Uber. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont été ou sont chauffeurs Uber. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas été. Mais il se trouve que plusieurs études ont montré que le fonctionnement de la partie de l'application qui s'adresse aux chauffeurs Uber joue sur le fait que les gens pensent être autonomes et ils pensent avoir un pouvoir de décision sur leur travail. Il y a tout un discours idéologique sur l'auto-entrepreneur, la personne libre de ses mouvements et libre de son travail, derrière ces applications de travail, comment on appelle, j'ai un trou, enfin voilà, de type Uber. Mais en fait, ce que les études montrent, c'est que le fonctionnement de l'application, son interface et ses algorithmes qui orientent les chauffeurs dans les villes, leur donnent seulement l'illusion qu'ils choisissent et organisent leur travail selon leur intérêt. Alors qu'ils sont en train d'effectuer des courses, une autre course leur est annoncée, mais sans information du montant de rémunération ni de distance qu'ils ont à parcourir pour cette nouvelle course. Le chauffeur se retrouve face à une décision, prendre ou pas prendre la course. Plusieurs études montrent que la tendance majoritaire est en fait que la majorité des chauffeurs Uber, surtout dans les premières années d'utilisation, vont répondre à ces propositions de course parce qu'il est difficile de le refuser pour au moins deux raisons. La première, elle est liée aux critères obscurs de répartition des cours. Les chauffeurs, surtout débutants, ont sa pensée que refuser des courses va les déclasser, leur faire perdre les prochaines courses les plus rémunératrices. La seconde est aussi liée à cette impression qu'ont les chauffeurs qui sont surveillés en permanence. Et la seconde raison est aussi liée à la question du design et l'interaction et des différentes fonctionnalités et algorithmes de l'application. L'objectif chiffré qui donne aux conducteurs l'illusion qu'ils sont efficaces dans leur travail, même quand ils s'engagent dans une course non rentable, est vraiment au cœur de la partie du logiciel qui est à destination des chauffeurs. Donc, le logiciel utilise l'objectif chiffré comme une espèce de carotte pour maintenir les chauffeurs Uber au travail. Et ça s'appuie sur des études sur les questions des comportements, en montrant que, en sollicitant d'une certaine façon les personnes, on va pouvoir les maintenir et les faire continuer à faire des choses qui ne sont pas dans leur intérêt. Pour avoir eu à utiliser Lyft l'an passé, donc c'est un équivalent de Uber, j'ai pu voir que la question de la notation, donc je ne sais pas si vous savez, mais dans Uber, les chauffeurs sont notés. À chaque fois que vous faites une course, vous avez une petite pop-up, vous en tant que client, qui vous demande de dire si la voiture était propre, si le chauffeur était sympa, si l'ambiance musicale était géniale. Et en fait, donc il y a des commentaires, des satisfactions, voilà. Cette notation génère un certain stress pour les chauffeurs, les plus dépendants de ces revenus. Ils déploient alors des trésors d'inventivité pour recevoir des bonnes notes. Et en fait, ces notes n'interviennent absolument pas dans l'attribution des courses, mais ça, ils ne le savent pas. Mais ces notes vont les inciter à accepter ce que leur proposait par l'application.
parce qu'elles vont venir activer ce qu'on appelle les mécanismes de la récompense. Et là, on appelle précisément ce mécanisme-là le mécanisme de récompense intermittente. Alors, le mécanisme de la récompense, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez des animaux, notamment des chiens, on utilise le mécanisme de la récompense pour éduquer les chiens. Donc, vous avez un chien, vous voulez qu'il s'asseye, vous prenez des croquettes dans votre main, il sait que vous avez des croquettes dans votre main, vous lui dites « assis », la première fois, il ne le fait pas, et puis à un moment donné, il va s'asseoir, vous lui donnez une croquette, alors il va se dire vous le faites plusieurs fois, et au bout d'un moment, le chien va se dire qu'à chaque fois qu'on lui demande de s'asseoir, il va recevoir une croquette, et c'est comme ça qu'il va finir par systématiquement s'asseoir quand vous lui proposez une croquette. Et bien ça, c'est le mécanisme de la récompense. Et en fait, ce mécanisme de la récompense, c'est ce qu'on appelle aussi le système hédonique, qui est un système fonctionnel profondément ancré chez tous les mammifères. Donc nous aussi, quoi. Parce qu'il est hérité de la nécessité de la survie. Mais ce système cognitif, qui est à la fois neuronal, psychologique, affectif, nous permet de moduler aussi nos comportements. Par exemple, c'est le système hédonique qui nous permet de dire qu'on a trop mangé, que là, on peut s'arrêter parce qu'on est arrivé à satiété. Mais ça nous rend aussi vulnérables aux addictions et donc aux micro-manipulations inconscientes, comme celles qui sont proposées par Uber. Pour revenir à Uber, ce que j'ai décrit fonctionne grâce à ce qu'on appelle, c'est quelque chose qui est étudié aussi en psychologie comportementale, ça s'appelle le conditionnement opérant. Différentes modalités de ce conditionnement sont mises en place par Uber pour obtenir des chauffeurs ce que l'application souhaite, notamment ce renforcement positif, facilement. Donc ce que l'application souhaite, mais pas ce que le chauffeur souhaite, mais en lui donnant l'illusion qu'en fait il fait ce que lui souhaite. Ces mécanismes psychologiques ont été détaillés par plusieurs psychologues comportementalistes. Il ne s'agit pas, dans ce que je raconte là, de s'enfermer dans un primat où on va dire la sociobiologie, où les sciences du comportement et les sciences somatiques expliqueraient tout de notre comportement, sans qu'aucun déterministe social, sans qu'on ait de capacité de libre arbitre. Mais ce que je veux montrer là, c'est que les gens qui designent les algorithmes et les applications qui les utilisent utilisent aussi comment nous, on fonctionne pour pouvoir générer leurs revenus et pouvoir nous maintenir au travail, puisque finalement c'est toujours un peu une question de travail, puisque en utilisant les applications, y compris celles qui sont présentées comme étant des espaces de divertissement, on produit du revenu, donc finalement, quelque part, c'est quand même du travail. Et donc, ces applications, ces algorithmes ne peuvent pas fonctionner sans s'appuyer sur nos biais cognitifs. Il est clair que par exemple, la sollicitation de ce fameux circular récompense, elle est au cœur de notre vie algorithmique. Et c'est pas moi qui le dis. Je vais vous dire une petite citation. Et c'est pas un luddite des montagnes ou un technophobe ou Eric Sadin. C'est pas ça. C'est Sean Parker, un des fondateurs de ce Facebook. Voilà ce qu'il dit. Lorsque nous avons développé ce Facebook, le principe de base était le suivant. Comment pouvons-nous consommer le plus possible de votre temps et de votre attention? Cela signifie que nous devons à chaque fois fournir à nouveau un peu de dopamine, l'hormone du plaisir, de la joie et du bien-être, qui est au cœur de ce système de la récompense, de ce système cognitif, parce que quelqu'un récompense d'un like ou d'un commentaire l'un de vos posts ou l'une de photos. Après quoi, vous écrirez plus de posts et posterez plus de photos et recevrez plus de likes et de commentaires. On appelle ça la boucle de rétroaction, de validation sociale. Et c'est exactement ce type de concept grâce auquel un hacker comme moi, et donc c'est toujours Sean Parker qui parle, entre en scène parce que notre objectif, c'est d'exploiter la vulnérabilité de la psychologie humaine. Or, un humain sur 4 est aujourd'hui sur Facebook. Et donc, je ne sais pas si mon développement, vous arrivez à suivre mon développement, c'est que si on parle de la question des biais algorithmiques, en se disant, voilà, il faut les améliorer, d'un autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'un certain nombre d'applications qui fonctionnent avec des algorithmes jouent sur nos biais cognitifs et ont besoin de nos préjugés, de nos biais mentaux pour fonctionner et nous maintenir en relation avec elles. Donc ça fait deux types de biais, le biais des algorithmes et nos propres biais. Je vais vous donner un autre exemple où ces questions de la cognition est en jeu dans notre relation
aux smartphones, ordiphones et autres interfaces qui mettent en jeu des algorithmes. Et là, je vais en revenir à la question de l'apprentissage et de l'enseignement. Alors, je sais que l'écoute passive peut avoir des vertus dans un cadre pédagogique. Mais depuis les quelques années où j'enseigne, j'ai pu constater de véritables difficultés d'écoute et de concentration chez les étudiants. Et je ne parle pas de ceux qui s'endorment parce qu'ils ont fait la fête la veille. Ça c'est pas vraiment quelque chose qui m'embête. Mais ça m'a amené à faire des recherches sur le sujet. Et j'ai pu constater que le problème n'est pas isolé ou lié seulement à ma mauvaise pédagogie. Différentes études ont montré que les étudiants ne se concentrent plus que 6 minutes en moyenne par quart d'heure. C'est pas beaucoup. 6 minutes sur 15 minutes de capacité à rester concentré sur une tâche. Une des activités identifiées comme fragilisant ces capacités d'attention, c'est ce qu'on appelle le multitasking, donc le comportement multitâche, l'utilisation de différents médias en même temps. Nos ordiphones, qui sont des machines de calcul incroyables par ailleurs, sont des objets qui peuvent servir à tout, travailler, lire, mais surtout se divertir. L'objet smartphone ou la tablette sont des objets qui nous invitent en permanence au multitasking et à la distraction. Or, ce multitasking nous pose beaucoup de problèmes et pose surtout beaucoup de problèmes à notre cognition, surtout en situation d'apprentissage. Notre cerveau, aussi plastique qu'il soit, n'est pas fait pour ça. Ce qu'il aime, c'est faire une chose à la fois et la finir. Pourtant, nos outils devenus principaux maintenant nous invitent en permanence à contrer le fonctionnement de notre cognition, à la parasiter en détournant nos processus de connaissance qui nécessitent par exemple de l'attention, en les entraînant vers un état de distraction permanente. Alors, bon, ça je vais passer. Donc c'est donc en me penchant sur ces questions pédagogiques et la pertinence de l'usage des écrans en classe, sur les relations entre l'écriture manuelle et le cerveau aussi, que j'ai décidé de devenir une espèce de gorgone des amphis, puisque j'ai décidé d'interdire absolument l'usage des ordinateurs et des smartphones dans mes cours. Donc je force les élèves je force les élèves à prendre des notes manuellement. Alors des chercheurs comme Lydia Burak et d'autres ont étudié en détail l'impact que l'envoi de SMS et de consultations de fenêtres qui portent sur autre chose en cours, que ce soit en cours, mais aussi durant la durée d'études et la lecture, a sur la capacité d'apprentissage. Et toutes ces études vont vers la même conclusion. L'apprentissage est altéré par les usages, donc même l'envoi d'un SMS pendant qu'on est en train d'apprendre. L'apprentissage est altéré par ces usages et notre capacité d'attention et de concentration est affectée sur le long terme et nécessite des formes de rééducation pour pouvoir être à nouveau mobilisé. Penser sur un mode analytique demande de l'effort, du temps, de l'énergie. L'utilisation des smartphones invite à privilégier les réactions intuitives, les raccourcis cognitifs, là où l'effort, la réflexion et un temps plus long seraient nécessaires. Parce que nous favorisons les options qui nous paraissent plus simples par rapport aux options les plus complexes ou ambiguës. Notre cerveau préfère agir vite. Et c'est sur ça que jouent les applications de notre société algorithmique. D'autres tests ont montré que l'utilisation systémique des moteurs de recherche pour accéder à des informations que l'on connaît déjà, ce que j'appelle la mémoire Google, contrevient à l'idée que l'accès massif et instantané à toutes ces connaissances permettrait d'améliorer massivement les connaissances. En fait, il renforce la capacité qu'on a de faire appel à Google à n'importe quel moment pour aller chercher ou confirmer des informations. En fait, renforce les clivages sociaux et culturels. Parce que les personnes qui sont déjà plus privilégiées utilisent en fait beaucoup plus leurs propres ressources pour répondre à des problèmes ou se rappeler de quelque chose que les gens qui sont, on va dire, moins cultivés, qui ont moins accès à la connaissance. Alors, les études sur les écrans et la jeune enfance vont aussi dans ce sens. Là, je vais revenir sur la question, ce que je disais tout à l'heure sur la question du fait que du travail. Sur la question du travail. On a vu que les biais algorithmiques sont liés à la façon dont les bases de données qui permettent aux algorithmes d'apprendre sont construites. Or, la plupart de ces bases de données sont basées, en tout cas qui concerne la correction faciale, sont basées sur la production soit gratuite. Par exemple, là, on a une affaire récente de cette société qui proposait à la police américaine de faire un scan général de tous les réseaux sociaux et de comparer avec leur base de données de criminels. Donc, c'est du travail gratuit, donc des bases de données qui sont construites après parce que nous fournissons des images. Soit c'est du travail gratuit, soit c'est du travail très peu payé. Et par exemple, la base de données dont parle
l'intervenante de tout à l'heure, elle est construite à partir... elle a été taguée par des gens qui travaillent via le Mechanical Turk d'Amazon. C'est des gens qui sont payés à la micro-tâche. Et Nicolas Malvé, qui est un des chercheurs de Constant, chercheur artiste de Constant, a montré que, en fait, ces conditions de travail favorisent le renforcement des stéréotypes, et c'est justement ce qu'on leur demande. En fait, contrairement à ce que peuvent avancer les activistes qui luttent contre les biais algorithmiques, on ne demande pas aux algorithmes de reconnaissance faciale d'être justes, en fait. Parce que, notamment, ils servent dans le cadre de ce que j'appelle la société sous algorithme, la société de contrôle, et qu'ils sont utilisés dans plusieurs cadres de surveillance, notamment la police et la justice, où cette question des stéréotypes est vraiment au cœur du fonctionnement. Enfin, je veux dire, si vous avez, je sais pas, on pourrait faire des tests dans la salle qui a subi plus de 10 contrôles de police. Je pense que voilà, on peut voir assez rapidement qui on a subi et qui n'a jamais été contrôlé par la police d'ici. Simple contrôle d'identité dans la rue, comme ça, quoi. Voilà. Ben moi, je pense qu'à partir de 14 ans, surtout entre 14 ans et 30 ans, quand j'habitais à Paris, j'étais contrôlé plusieurs fois par semaine. Donc, le fonctionnement de la police, il est basé sur des préjugés. Ces préjugés, ils sont ils sont en direction de différents types de populations. Alors évidemment, les minorités visibles, mais aussi ce qu'on appelle les classes laborieuses, classes dangereuses. Et ouais, j'ai bientôt fini. Depuis mes dernières interventions, l'actualité a régulièrement montré que ce qui était cantonné aux États-Unis s'est propagé à l'Europe et que les principes technologiques d'abord utilisés dans les matières de sécurité servent maintenant au maintien de ce qu'on appelle l'ordre social dans son ensemble. On utilise des algorithmes prédictifs pour répartir les patrouilles de police dans la ville, pour gérer les déplacements dans la ville. On utilise des algorithmes pour prédire des peines de prison, pour décider comment plaider. En Belgique aussi. Aux Pays-Bas, un algorithme, le système Risk Indication, vient juste d'être interdit par une décision de justice contre la volonté étatique et contre les députés du Parlement des Pays-Bas. Cet algorithme analysait des jeux de données basés sur les données publiques, mais aussi les données disponibles sur les réseaux sociaux, pour, je cite, déterminer les risques de fraude à l'aide sociale. Déjà, derrière cette idée-là, il y a l'idée qu'il y a une fraude sociale, que ça existe. Parce que moi, je ne penche pas. Moi, j'aurais tendance à dire que la fraude sociale, c'est de la débrouille dans des situations de précarité. C'est une question de vision idéologique. Et c'est bien de ça dont il s'agit quand on parle de cette société algorithmique, c'est de vision idéologique. On a une ville britannique qui évalue quels adolescents sont plus susceptibles de devenir des criminels grâce à un algorithme et qui prennent des décisions. C'est pas de la science-fiction, c'est aujourd'hui. Par rapport à tous ces projets de prédiction, puisqu'ils sont utilisés essentiellement dans des dispositifs de prédiction, de contrôle social, donc aussi bien la police des classes populaires, d'un point de vue de manière générale, fraude à l'aide sociale, sur la santé, etc. Mais d'un autre côté, dans la police, on va dire des minorités, de manière plus générale, des migrants, etc. Qu'est-ce qu'on sait des mécanismes qui sous-tendent ces prises de décision? Qu'est-ce qu'on sait de ces applications de surveillance sociale? Tout ça, ce sont des projets qui sont développés sur des deniers publics. Les jeux de données d'apprentissage qui leur sont soumis, on n'en sait rien. Quels sont les préjugés et raccourcis qui les sous-tendent? En fait, tous les cas que j'ai évoqués, ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils renforcent l'opacité, qu'ils renforcent les préjugés et qu'ils renforcent les décisions arbitraires. Et finalement, comme l'histoire se répète régulièrement,
On a près de Pôle en France, il y a un projet, enfin, c'est plus un projet maintenant, à Gand, non, c'est à Courtrai. La police utilise un système qui s'appelle la reconnaissance corporelle. C'est un système qui va analyser le style de marche, les vêtements des individus dans la rue, pour les suivre, et en fonction, proposer aux personnes qui sont derrière les caméras de surveillance d'analyser le visage des personnes en fonction de leur démarche, etc. Et les critères pour déterminer que la démarche de quelqu'un pourrait poser problème, on ne sait pas ce qu'ils sont. Mais est-ce que ces logiciels, notamment celui qui, par exemple, est utilisé à Courtrai, a comme objectif d'éliminer les préjugés humains? Pas vraiment. En fait, son objectif, c'est d'amplifier ce qu'un policier qui serait dans la même rue ferait. C'est-à-dire, cette personne, elle paraît bizarre, je vais aller la voir. En fait, ces algorithmes ne sont pas là pour faire plus de justice, pour nous autonomiser, nous rendre plus libres, nous permettre de prendre plus de décisions, mais bien, leur objectif, c'est bien le contraire. Et donc, on peut se poser un peu la question, qu'est-ce qu'on fait des faux positifs? Une des raisons pour laquelle le System Risk Indication a été retoqué aux Pays-Bas par la justice, c'est parce qu'il n'y avait pas de système d'appel. Les personnes ne pouvaient pas faire appel, les décisions étaient définitives. Et pourquoi les gens qui ont pensé ce système n'ont pas prévu d'appel? Simplement parce qu'on a une idéologie sous-jacente, de manière générale, quand il s'agit de la société algorithmique, qui est que les algorithmes vont faire mieux que nous. Or, ce que j'essaye d'expliquer tout à l'heure, c'est qu'ils jouent sur des fonctions, des fonctionnements humains qui sont eux-mêmes, ils ont besoin de nos préjugés, ils ont besoin de nos raccourcis, ils ont besoin de nos conditions imparfaites pour fonctionner. Donc, comment ils pourraient être meilleurs que nous, puisque de toute façon, ils sont aussi informés par des gens qui travaillent dans des conditions qui ne leur permettent pas de créer des données justes. Ce qui se passe dans le cas de la reconnaissance faciale. Les bases de données qui sont utilisées pour la reconnaissance faciale sont faites dans des conditions de travail gratuit d'un côté ou de travail peu payé qui ne permettent pas de qualifier correctement ce qui est sur les photos. Qui a en tout cas des biais. Dans le même temps, ce que plusieurs expériences artistiques ont pu montrer, c'est que le tagage par soi-même peut être déjoué. C'est-à-dire qu'on peut jouer à taguer faussement, et ça s'appelle l'obfuscation, de façon à fausser les identifications. Et ça, l'œil humain pourrait le voir, l'algorithme ne va pas le voir, puisqu'il va apprendre à partir de ces tagages, notamment dans tout ce qui va être collecte de données massives à travers les réseaux sociaux. Et là, c'est ma conclusion. Donc j'ai répondu à 3 questions de Catherine Deporter là pour Point Culture la semaine dernière. Et il y avait une question sur le fait que Cathy O'Neill, qui est une spécialiste justement de ces biais algorithmiques, pense que c'est en établissant des codes de déontologie et en mettant en place des institutions de surveillance de la production des algorithmes qu'on va pouvoir éviter tous ces biais et tous les problèmes qu'on a déjà rencontrés et tous ces exemples que je vous ai montrés et que j'ai évoqués. Le fait qu'il y ait des biais algorithmiques, que les logiciels ne portent pas intrinsèquement une objectivité qui n'existe pas, même en science, sont, je crois, devenus une évidence. Est-ce que ça change nos comportements? Non. Est-ce que ça change ceux de nos gouvernements? Pas vraiment. On continue à investir massivement dans des technologies dont on sait qu'elles ne marchent pas, qu'elles coûtent cher aux contribuables, et que certains d'entre nous sont, pour une sécurité de façade, les objets de discrimination et de préjugés. Donc, les algorithmes et les jeux de données donnent des résultats problématiques.
on a vu que il ne suffit pas d'avoir, je sais pas, l'exemple. Je vous ai donné l'exemple du marketing ethnique ciblé tout à l'heure parce que je me suis dit bon, est-ce que c'est vraiment quelque chose de positif d'avoir intégré ces équipes diversité à Facebook, puisque l'objectif derrière, c'est d'utiliser des stéréotypes pour pouvoir atteindre à des fins marketing. Est-ce que ces objectifs-là sont des objectifs de justice sociale? Non, pas vraiment. Donc, est-ce que améliorer la diversité des équipes qui produisent les algorithmes, c'est suffisant? Moi, je ne crois pas. Parce que c'est la question des objectifs et c'est bien les questions politiques et idéologiques derrière qui est, pour moi, le cœur du questionnement. Alors, que faire? J'ai fait d'autres trucs, mais je crois qu'il faut que je m'arrête. Que faire? Alors, j'ai pas de solution toute faite, hein, personnellement. Je crois que il faut développer ce qu'on appelle les software studies et les surveillance studies, les groupements de citoyens, d'activistes et les espaces de recherche et d'information sur ces sujets. Là, par exemple, c'est parce qu'il y a eu une grosse campagne en Hollande et des procédures judiciaires qui ont été menées contre Syrie que l'État des Pays-Bas ne peut plus utiliser ce système. Il faut continuer à dénoncer, mais pas satisfaire des déclarations d'intention. Alors j'avais une petite vidéo assez entre guillemets drôle sur une histoire récente qui s'est passée à Metz où une société qui est très très active dans la fourniture de systèmes et d'algorithmes de surveillance à l'attention des polices européennes a fait des tests sur des tests de reconnaissance faciale sur les supporters du FC Metz. Et puis, voilà, ils ont été. L'information s'est sue, et donc je vais vous montrer, mais je vais pas vous montrer une interview du dirigeant de la société qui explique qu'ils n'ont pas pu le faire parce que c'est pas légal. C'est drôle. Enfin, moyennement drôle. Donc, toutes ces déclarations d'intention, pour moi, c'est vraiment pas suffisant. Une autre chose, je pense, qui est aussi importante, c'est que malgré on va dire, des formes d'efficacité des technologies, on sait aussi qu'elles ne sont pas forcément si opérantes. C'est-à-dire qu'on peut aussi les déjouer. Par exemple, il y a eu quelques années beaucoup de discussions sur l'algorithme de recherche du moteur de recherche d'images du moteur de recherche Yandex, le Google russe, qui permet de rechercher les personnes par photo. En fait, j'ai essayé avec moi, ça marche pas, je suis très contente. Je trouve ça très bien, en fait, qu'il reste comme ça ce moteur de recherche. Et donc ça, c'est... je pense qu'une des pistes, peut-être cette question de l'obfuscation, il y a un livre récent qui est sorti de Finn Brunton et Hélène Nissenbaum qui est un guide de l'obfuscation avec plein de recettes pour produire des données qui sont fausses quand vous surfez sur Internet. Je trouve ça assez intéressant. On peut aussi atténuer nos biais cognitifs en apprenant à les connaître, de façon à être beaucoup plus conscient de ce qui se passe quand on utilise des applications. Par exemple, j'ai expliqué à plusieurs personnes dans mon entourage comment fonctionne l'application Candy Crush, voilà, qui est alors c'est un jeu auquel j'ai jamais joué, mais j'ai lu plusieurs études dessus, donc j'étais là, ouais, t'as vu Candy Crush, ça marche comme ça, voilà, les couleurs, ceci, cela, et le système est fait que tu gagnes au début pour qu'après tu achètes. Mais toi, t'achètes pas, évidemment. Et en fait, toutes les personnes à qui j'en ai parlé achetaient, ce qui leur permettait de continuer à jouer. Et donc je leur dis, mais tu vois, c'est considéré comme ça. Et donc ça, c'est expliqué. Je pense que c'est une chose qui est assez importante. De ne pas faire confiance aux compagnies et continuer la lutte idéologique. Parce que derrière tout ça, derrière toutes ces boîtes noires sociales et économiques qui alimentent notre société algorithmique, il s'agit
quand même toujours d'humain, de société, de groupe et de rapports de pouvoir et de lutte sociale, et que la politique, c'est là que ça joue, même quand il s'agit d'algorithmes. Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair.